Donc, c'est le principe de la polyploïdisation. L'individu produit est devenu fertile. Donc là, cette fois-ci, il n'y a plus de problème d'homologie. Comme vous doublez votre stock, le grand chromosome issu du radis, puisqu'il a son double, va pouvoir s'apparier. Je vous rappelle, hein, l'appariement, c'est une des caractéristiques de la prophase 1. Et donc, ainsi, votre individu qui était initialement stérile devient fertile grâce à la duplication chromosomique. Raphanobrassica résulte de l'assemblage de deux génomes distincts et d'une duplication chromosomique. Donc, cette nouvelle espèce Raphanobrassica, c'est un hybride, donc hybridation du radis avec le chou, suivi d'une duplication. Et là, il est fertile. R, chromosome de Raphanus sativus, B, chromosome de Brassica oleracea. D'après Jules Janis, classique, etc. Malheureusement, Raphanobrassica présente des racines de chou et des feuilles de radis. Ça, c'est manque de chance, puisque l'objectif de Karpechenko, c'était de cumuler les deux avantages, les grosses feuilles de chou et les grosses racines de radis. Et là, la nouvelle espèce, le nouvel hybride fertile obtenu, Raphanobrassica, lui, est bien présente d'un point de vue phénotypique les racines du chou et les feuilles de radis. Donc, d'un point de vue agronomique, il est sans intérêt. Donc, vous avez un petit schéma qui vous rappelle le Raphanus sativus, donc le radis, qu'on hybride avec le chou. Ils sont tous les deux diploïdes 2n égale 18. Donc, des gamètes haploïdes n égale 9. On obtient donc un hybride dans un premier temps stérile, puisqu'il n'y a pas d'homologie des chromosomes issus des deux espèces différentes. On arrive à une duplication chromosomique et cette fois-ci, le Raphanobrassica est la nouvelle espèce fertile qui va pouvoir se reproduire avec 4n égale 36. 18 plus 18, ça fait bien 36. Alors, la deuxième page, vous avez les questions. Cochez la réponse exacte pour chaque proposition. Donc, je vais reprendre le stylo, voilà. Raphanobrassica est une nouvelle plante stérile. Non, Raphanobrassica n'est pas stérile puisqu'il y a eu duplication chromosomique. Est une nouvelle plante fertile? Oui. Est une variété de chou? Non, c'est un hybride entre le chou et le radis. Donc il fallait cocher le 2. Le processus génétique qui ont conduit à l'obtention de Raphanobrassica sont une duplication chromosomique chez le radis et le chou suivie d'une hybridation. C'est faux. Il y a eu hybridation puis duplication. Deux duplications successives chez deux espèces possédant 9 chromosomes chacune, suivies d'une hybridation? Non. Deux hybridations successives? Non, entre deux espèces. Une hybridation entre deux espèces suivie d'une duplication? Oui. L'hybridation entre le radis et le chou a été possible car ces deux espèces sont génétiquement identiques. Non, si elles étaient génétiquement identiques, dès la première hybridation, l'individu obtenu aurait été fertile et non stérile. Les 9 chromosomes du radis sont homologues aux 9 chromosomes du chou? Non. Ce sont deux espèces qui sont proches phylogénétiquement? Oui. Chacune des espèces diploïdes possède 9 chromosomes? Non. On a dit que chacune possédait 18 chromosomes. Par contre, dans le texte introductif, on vous rappelait qu'elles étaient phylogénétiquement proches. Enfin, Raphanobrassica n'est pas cultivée aujourd'hui car c'est une espèce transgénique, c'est pas un problème. Je vous rappelle que le maïs BT pour Bacillus thuringiensis, qui est résistant à la pyrale du maïs, est une espèce autorisée à la culture pour l'alimentation du bétail. Elle possède des racines de radis? Non, malheureusement. Elle possède des feuilles de chou? Non, malheureusement. Elle possède un phénotype différent de celui recherché? Oui. Donc voilà pour le QCM qui vous permettait de revoir les notions vues en termes de domestication des plantes. Alors, je vais revenir sur mes documents de partage et je vais reprendre le QCM concernant la géothermie. Voilà, l'image elle est nette. Donc je reprends ce QCM et ensuite on va aborder la neurologie, excusez-moi. Questionnaire à choix simple. Donc là encore, on est content. C'est un choix. On ne va cocher qu'une seule bonne réponse. Une réponse par item est possible. Donc surtout, intégrez bien ça quand vous lisez les consignes. Hein. Il est très fortement probable que vous n'ayez qu'une réponse à cocher. Donc vous repérez votre
votre diagramme ici avec la profondeur en kilomètres et la température en degrés Celsius. C'est le fameux géotherme de notre planète Terre et je me permets de vous rappeler, ici vous avez un gradient géothermique très élevé, c'est-à-dire qu'en à peine 100 km de profondeur, on passe de 0 à 1200 degrés Celsius. On en déduit que ici, le transfert de chaleur se fait exclusivement par conduction. En effet, vous êtes dans les 100 premiers kilomètres dans la lithosphère, hein, qui est cassante, qui ne permet qu'un transfert de chaleur par conduction. En revanche, ici, vous avez un gradient géothermique pratiquement nul dans les 300 km qui suivent. Entre 100 et 400 km, vous êtes dans la partie asténosphérique à comportement ductile. Autrement dit, si le transfert de chaleur est très très efficace, il se fait par convection. Là, vous remarquez qu'entre ce point d'ancrage-là, dit des péridotites, et 2900 km, globalement, on peut constater que le gradient géothermique est plutôt faible. On est à 1200 degrés Celsius et là, on passe à 2000 degrés Celsius à 2900 km. Donc, on en déduit que dans cette zone-là, le mode de transfert de chaleur est majoritairement convectif, bien qu'il y ait un petit peu de conduction aussi. Autre remarque importante, à 2900 km, la fameuse discontinuité de Gutenberg, vous constatez quoi? Que là, le gradient géothermique, il est énorme. On passe d'à peu près 2100 degrés Celsius à plus de 4000 degrés Celsius. Or, on passe du manteau au noyau liquide. On en déduit que entre l'enveloppe mantélique et ici le noyau externe, il y a très très peu d'échange de chaleur. Ici, on est dans un processus de transfert thermique exclusivement de type conduction. Ensuite, dans le noyau externe, là, j'ai en revanche un gradient géothermique plutôt faible entre ce point-là et ce point d'ancrage-là. Autrement dit, ici, je suis plutôt dans de la convection, un mode de transfert de chaleur efficace. Et enfin, dans le noyau interne, eh bien, on est plutôt dans de la conduction, un mode de transfert de chaleur peu efficace avec un fort gradient géothermique. On sait que le noyau interne est solide. Alors, regardons maintenant nos questions. Le gradient géothermique de la lithosphère. Je vais prendre un cercle pour entourer les bonnes réponses. Le gradient géothermique de la lithosphère est faible car elle est rigide et permet un transfert par conduction. Donc le gradient géothermique de la lithosphère, on a dit, la lithosphère, ce sont les 100 premiers kilomètres. On part de 0 à 1200 degrés Celsius. Je vous rappelle, l'isotherme 1200 degrés Celsius, je passe de la lithosphère à la sténosphère. Donc il n'est pas faible, au contraire, il est très élevé. Il vaut 1200 degrés Celsius. Est fort dans les 100 premiers kilomètres, puis diminue jusqu'à 2900 km. Alors, le gradient géothermique, il est fort dans les 100 premiers kilomètres, mais attention à la formulation, le gradient géothermique de la lithosphère est fort dans les 100 premiers kilomètres, oui, puis diminue, non. À partir là, la diminution qu'on observe jusqu'à 2900 ne concerne pas la lithosphère, donc je ne vais pas entourer la B. Est fort car la lithosphère transfère la chaleur par convection, non par conduction. Est fort car la lithosphère conduit de la chaleur sans mouvement de matière. Oui, c'est celui-ci qu'il fallait entourer. Il est fort car la lithosphère conduit la chaleur sans mouvement de matière. C'est bien une conduction. Les gradients géothermiques les plus faibles s'observent dans l'asténosphère et le noyau interne. Le noyau interne, je vous rappelle que le gradient il est fort puisque c'est une graine solide. Donc non. S'observe dans le manteau et le noyau interne, non. S'observe dans l'asténosphère, oui, et le noyau externe, oui. S'observe aux limites lithosphère, asténosphère, manteau, noyau, non, certainement pas. Manteau, noyau, c'est là où on a un très fort gradient thermique. Donc, il n'est pas faible, il est fort à la limite manteau-noyau. La chaleur interne du globe terrestre provient de la désintégration d'éléments radioactifs. Oui. Du manteau inf, oui. Provient de la désintégration d'éléments radioactifs du manteau sup, non. Je vous rappelle que le manteau sup, il est très pauvre d'un point de vue concentration en éléments radioactifs. Provient de la désintégration d'éléments radioactifs du noyau, non. Il n'y a que du fer et du nickel, il n'y a pas d'uranium, ni de potassium, ni de thorium
radioactif, provient de la désintégration d'éléments radioactifs de la croûte. Oui, il y a beaucoup d'éléments radioactifs dans la croûte continentale, mais elle est en surface et elle a un très petit volume. Ce n'est pas l'enveloppe qui explique la chaleur interne du globe terrestre. Question 4. L'enveloppe du globe terrestre la plus concentrée en éléments radioactifs est la croûte océanique? Non. La plus concentrée en éléments radioactifs est la croûte continentale? Oui. La plus concentrée en éléments radioactifs est le manteau inf. Non, il est moins concentré que la croûte, mais je vous rappelle qu'une quantité de matière petite n, c'est la concentration fois le volume. Et en fait, le volume de votre manteau est bien plus important que celui de la croûte. C'est pour ça que c'est le manteau inférieur est celui qui contient la plus grande quantité d'éléments radioactifs. La plus concentrée en éléments radioactifs est le noyau solide? Non. Enfin, 5. L'exploitation du flux géothermique est optimale dans les fossés d'effondrement? Non, je vous rappelle que dans un fossé d'effondrement, il y a par isostasie votre fossé d'effondrement. Donc je tire comme ça s'effondre et j'ai une remontée du Moho. Vous avez vu sous le sous-forêt par exemple, on a une exploitation géothermique qui n'est pas négligeable mais qui ne permet pas de la haute énergie. Nécessite exclusivement une anomalie positive du flux de chaleur en surface. Ça nécessite une anomalie positive, mais ce n'est pas exclusif. Pour faire de l'exploitation, il me faut une anomalie positive du flux géothermique, il me faut des failles pour pouvoir laisser passer un fluide caloporteur qui est l'eau. Donc il y a 3 conditions, donc ce n'est pas exclusif, il y a 3 choses. Repose sur l'existence d'un flux de chaleur élevé près de la surface, un fluide caloporteur et des failles, et bien c'est celui-ci qui m'intéresse. Permet la construction d'une centrale énergétique dans le bassin parisien grâce aux nombreux aquifères? Non. Le bassin parisien, il offre l'avantage d'avoir de nombreuses failles, puisqu'on est dans un bassin sédimentaire, et beaucoup de nappes phréatiques, donc de l'eau, le fluide caloporteur, mais d'un point de vue flux géothermique, on est plutôt faible. Donc on fait de la géothermie de basse énergie. Voilà pour la partie les rappels de géothermie. Maintenant, je vais revenir sur le cours. Je vais vous expliquer un petit peu comment faire de votre côté pour avancer sur la partie neurologie. Alors, on y va. Hop, je partage, c'est parti. Je vais zoomer un petit peu. Donc, je vais lire ce cours, je vais souligner les choses importantes. Vous, de votre côté, soit vous l'aviez déjà recopié et dans ce cas-là, je vous laisse prendre avec vous votre feuille de cours pour souligner éventuellement les mots importants, soit vous n'avez pas eu le temps de le recopier ou vous ne saviez pas qu'il fallait le recopier. Et dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, ce cours, il est sur le site, tout en bas de la page, il y a un petit mot ici. Le cours est en ligne ici, il faut cliquer sur ici et vous obtenez le cours. J'insiste sur l'importance de le recopier, de ne pas l'imprimer. C'est en le recopiant que vous allez retenir les mots importants. Donc, je vais essayer. Super. Donc, je vais être pas trop rapide sur la lecture du cours et je ferai ensuite quelques pauses schémas. Je reviendrai sur les schémas importants. Je peux écrire là sur la page, donc je mettrai 2-3 petites choses pour que vous arriviez à intégrer éventuellement des schémas dans certaines parties du cours. Donc, on est dans le thème 3B. Neurones et fibres musculaires, la communication nerveuse. Donc neurone, on l'a vu avec les prérequis, c'est la cellule du système nerveux qui a souvent une forme étoilée au niveau du corps cellulaire, mais pas toujours. Exemple au niveau des ganglions rachidiens de la racine dorsale, les corps cellulaires des neurones sensitifs ont une forme arrondie, on dit qu'ils ont une forme en T. Et fibres musculaires, je vous rappelle que le mot fibre en biologie signifie une structure allongée. Donc, vous utilisez le terme fibre pour la cellule musculaire, mais aussi fibre pour fibre nerveuse, le prolongement cytoplasmique de votre neurone qui peut être dendrite ou axone. La communication nerveuse, on en a surtout parlé mercredi dernier avec la notion de synapse, entre autres. Un test couramment effectué par le médecin est celui du réflexe achilléen ou du réflexe rotulien. Il peut pratiquer l'un ou l'autre de ces tests diagnostiques. Donc réflexe, on en a parlé la dernière fois, le dernier cours qu'on a fait ensemble, c'est un mouvement involontaire, stéréotypé en réponse à un stimulus. La définition, elle va arriver par la suite. Et le réflexe achilléen
ou le réflexe rotulien. En fait, ce sont des exemples de réflexes dits myotatiques. L'idée ici, c'est qu'on le stimulus, c'est l'étirement d'un muscle au niveau du tendon et ce muscle étiré, en réponse à ce stimulus étirement, il va se contracter. Il s'agit d'exercer un choc léger sur un tendon, le tendon d'Achille dans le cas du réflexe achilléen ou le tendon rotulien dans le cas du réflexe rotulien. Ce stimulus engendre une réponse comportementale innée, involontaire, donc inné. Ce réflexe ne s'apprend pas, il est là dès la naissance, involontaire. Involontaire, ça sous-entend, et là on l'a compris ensemble, que le centre nerveux mis en jeu n'est pas le cerveau, mais la moelle épinière. Stéréotypé, c'est-à-dire que le mouvement est toujours le même. Et immédiate, c'est-à-dire rapide. Un réflexe qui consiste en la contraction du muscle étiré, c'est le réflexe myotatique. Quels sont les circuits nerveux mis en jeu dans le réflexe achilléen? Donc ces circuits nerveux, finalement, on aura compris qu'il y a deux neurones mis en jeu, le neurone sensitif qu'on a représenté en vert et le neurone moteur ou motoneurone qu'on a représenté en bleu. Quelles sont les voies de commande volontaires et involontaires du mouvement? Les voies de commande involontaires, on a mis en évidence l'importance de la moelle épinière avec au sein de la substance grise les corps cellulaires du motoneurone et au sein du ganglion rachidien ou ganglion spinal dans la partie dorsale de la moelle épinière, on a mis en évidence les corps cellulaires des neurones sensitifs. Quant aux commandes volontaires, c'est le dernier TP de mercredi prochain. Comment évoluent nos connexions synaptiques avec l'entraînement? On en avait un petit peu parlé, c'est la notion de renforcement et ça, je le verrai mercredi avec vous et lundi prochain pour la fin du cours de neurologie. Dans ce thème, il s'agira dans un premier temps de préciser nos connaissances en physiologie nerveuse pour comprendre les bases moléculaires, cellulaires et anatomiques de ce réflexe myotatique. Alors les bases moléculaires, on les a vues la semaine dernière, c'est l'acétylcholine, ce neuromédiateur ou neurotransmetteur qui est libéré par l'extrémité présynaptique et qui va se fixer, là encore toujours d'un point de vue moléculaire, sur un récepteur spécifique de forme complémentaire, enchâssé dans la membrane postsynaptique, soit d'un dendrite bleu, soit de la cellule musculaire rouge. Cellulaire, donc les neurones et les fibres musculaires, et anatomique de ce réflexe myotatique. Anatomique, les termes jambier et solaire ne sont pas exigibles. Vous retenez juste les muscles extenseurs et fléchisseurs. Nous aborderons ensuite l'importance du cerveau dans la motricité volontaire. Ça, c'est un tout petit chapitre, mais qui doit être compris pour terminer par un aperçu de l'immense plasticité de nos connexions. Ça, c'est de la culture générale, mais vous verrez qu'il n'y a pas énormément de choses là-dedans. Donc, tout est dans les 4 semaines accordées à la neurologie. Il y en a 3 qui traitent du chapitre 1. Donc, vous avez pratiquement fini en neuro. Donc, thème 3B1, le réflexe myotatique, un exemple de commande réflexe du muscle. Les caractéristiques physiologiques du réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, un outil diagnostique. Le réflexe myotatique, donc c'est écrit en violet sur le cours, c'est-à-dire que c'est tel quel écrit dans le bulletin officiel, donc cette expression réflexe myotatique est à maîtriser parfaitement et à savoir orthographier. Myo, ça vient en grec du muscle. Donc le réflexe du muscle, c'est une contraction du muscle en réponse à son propre étirement. Et c'est un mouvement involontaire puisque c'est un réflexe stéréotypé et inné, suite nécessairement à un stimulus. Il ne faut pas l'oublier, dans la chaîne qu'on avait représentée ensemble, je vous rappelle que le stimulus agit sur un organe récepteur qui envoie un message nerveux au centre nerveux qui va être ici la moelle épinière, qui envoie un message nerveux à l'organe effecteur qui est ici le même muscle et qui induit une réponse comportementale. Le stimulus est un étirement pratiqué par le choc d'un marteau sur un muscle. En réponse à son propre étirement, le muscle, qui va être l'organe effecteur, se contracte. Lorsqu'on étire le tendon d'Achille, le solaire, qui est le muscle du mollet, solaire n'est pas exigible, on constate rapidement sa contraction, ce qui se traduit par une extension du pied. Donc le muscle du mollet, quand il se contracte, ça induit une extension. Vous pouvez vérifier, vous modélisez-vous avec vos jambes. Quand vous fléchissez, c'est bien le jambier, le muscle qui est devant la jambe qui se contracte. Quand vous étirez votre pied, quand vous faites une extension, c'est bien le mollet qui se contracte. Donc le mollet est bien un muscle extenseur. Les caractéristiques physiologiques de l'état contracté d'un muscle.
à travers un électromyogramme qu'on a fait lors du TP1. Donc là, c'est toujours relatif au TP1, le grand 1. Quelle que soit l'intensité, le TP1, c'était le TP hexao avec enregistrement avec des coups de marteau sur le tendon d'Achille et l'enregistrement d'électromyogrammes. Pas de potentiel d'action, hein. On avait juste enregistré des électromyogrammes, c'est-à-dire des variations de tension au cours du temps à la surface de votre muscle. Quelle que soit l'intensité du choc, l'allure de l'EMG, EMG pour électromyogramme, est identique et on observe une contraction du solaire. On a donc un mouvement stéréotypé, inné et involontaire, c'est un réflexe. La réponse du solaire, qui est sa contraction, est enregistrée 39 millisecondes après le choc. Je ne retiens pas cette valeur-là. Cette contraction est associée à une variation de la tension enregistrée au niveau du muscle. On constate sur l'enregistrement une augmentation de la tension, une dépolarisation, une diminution, repolarisation, et même une diminution plus forte, une hyperpolarisation que l'état initial. Puis un retour à l'état initial, état de repos, la contraction dure 20 millisecondes. Ça, à ne pas retenir. Ce que vous pouvez retenir, c'est que la variation de tension que vous enregistrez à la surface de votre muscle, elle est proportionnelle à l'intensité du choc. Plus le choc est important, plus le stimulus est fort, plus l'amplitude de la dépolarisation, etc., seront grandes. En revanche, la durée ne varie pas. Ainsi, la contraction du muscle effecteur est associée à une variation de tension électrique. Donc, ce que vous retenez uniquement, c'est que le muscle, quand il se contracte, cette contraction est associée à une variation de tension. Grand C, le réflexe myotatique met en jeu la moelle épinière comme centre nerveux. Alors, on avait fait un petit calcul qui fonctionnait plus ou moins bien. Il n'y a pas réveillé qui a rejoint la session. Par une vitesse moyenne du message nerveux, 50 mètres par seconde. Alors ça, c'est une valeur moyenne, hein. Ça peut être 10 mètres par seconde. On met en évidence que le centre nerveux impliqué dans le réflexe myotatique est la moelle épinière et non le cerveau. Donc ça, c'est vraiment à retenir. Éventuellement, je peux prendre un stylo rouge. Centre nerveux, moelle épinière. Hop. Et non le cerveau. Le réflexe myotatique est une contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement. Si jamais vous avez une synthèse là-dessus, il faut vraiment que cette définition elle apparaisse dans votre synthèse, hein. Un réflexe myotatique, contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement. Son étude par enregistrement OMG, électromyogramme, soulève de nombreuses questions. Comment expliquer l'allure de l'électromyogramme, dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation? Qu'est-ce qui gouverne l'état relâché du jambier quand son antagoniste est contracté? Comment sont organisés les circuits neuronaux ou neuraux? Pourquoi la contraction d'un muscle est accompagnée de signaux électriques? Donc ça, on va le réexpliquer avec les flux d'ions. Les circuits neuroniques mis en jeu dans cet arc réflexe. Donc la notion d'arc réflexe, je vais vous l'expliquer par la suite, elle est importante. Grand A, observation de cellules mises en jeu dans ce réflexe myotatique. La structure d'un neurone. Le neurone, pardonnez-moi, il faut le retenir, c'est une cellule. Hop. Une cellule, ça c'est important. C'est une cellule hyper différenciée avec une structure, souvent un corps cellulaire en étoile et de nombreux prolongements, que ce soit des dendrites et un axone. Il est composé de prolongements cytoplasmiques, on parle de fibres, acheminant le message nerveux électrique. Donc ça, c'est important, le message nerveux électrique. Et d'un corps cellulaire, il est très très important. Le corps cellulaire, c'est la structure du neurone qui contient le noyau. Les fibres acheminent un message. Et ce message, vers le corps cellulaire, elles sont appelées dendrites. Donc ça, c'est important, hein. Quand le message est centripète, alors on peut dire que la fibre nerveuse est une dendrite. Et il y en a plusieurs par neurone. La fibre qui achemine un message du corps cellulaire vers d'autres neurones ou d'autres cellules, par exemple le motoneurone vers la cellule musculaire, c'est ce qu'on appelle un axone. Là, le message nerveux est centrifuge. Et la connexion entre une fibre d'un neurone et une autre cellule, c'est la synapse. Donc, il y a des synapses neuroniques et neuromusculaires. La fibre nerveuse sensorielle ou sensitive afférente est le fuseau neuromusculaire. Afférente signifie qui arrive vers la moelle épinière. Donc, qui part d'un stimulus sensitif et qui arrive vers le centre nerveux, c'est le message afférent. Efférent, c'est qui va de la moelle épinière et qui va vers l'organe effecteur, donc typiquement le motoneurone.
L'observation au microscope électronique à transmission révèle un contact étroit entre l'extrémité de la fibre sensorielle et les fibres musculaires. Le moindre étirement est donc détecté par la fibre sensitive qui achemine le message nerveux vers la moelle épinière. Donc, on en avait parlé ensemble en TP. On avait fait cette analyse de microscopie électronique à transmission où on voit bien la fibre sensitive qui enroule une fibre musculaire au niveau de cette structure qu'on appelle le fuseau neuromusculaire modifié et structurellement adapté à sa fonction, être sensible à un stimulus mécanique de type étirement. La fibre nerveuse motrice et la plaque motrice. De même, la fibre nerveuse motrice établit une connexion étroite avec la fibre musculaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la structure en bouton pression par le biais de boutons synaptiques. On parle vraiment de boutons. Une même fibre nerveuse motrice se ramifie et peut innerver plusieurs fibres musculaires. On parle de plaques. C'est pour ça qu'on parle de plaque motrice, c'est qu'une fibre nerveuse peut innerver plusieurs fibres musculaires. Ensuite, la composition du nerf sciatique, vous l'avez dilacéré, donc il est important que vous reteniez une chose, c'est qu'un nerf, c'est plusieurs fibres nerveuses. Après dilacération du nerf sciatique, l'observation au microscope optique révèle plusieurs fibres nerveuses ou axones formant un nerf. Ces fibres peuvent être entourées d'une gaine de myéline hors programme. En fait, c'est un agent isolant, la gaine de myéline. Donc, je ne devrais pas la souligner d'ailleurs parce que c'est hors programme. Et ça accélère. Ah, j'ai vu qu'il y avait organisé. C'est bon, je vois qu'il y a des messages sur WhatsApp, mais j'ai l'impression que vous gérez. Oui, la gaine de myéline est un isolant. Et en fait, elle va permettre au potentiel d'action de sauter d'un nœud de renvie à l'autre et donc les. Alors, une fibre nerveuse motrice est un axone. Une fibre nerveuse motrice est un axone, j'aurais tendance à dire oui. Si vous pensez au schéma bilan du circuit de l'arc réflexe au niveau du circuit du réflexe myotatique, parce que le long trait bleu que vous avez représenté, qui va de la moelle épinière vers votre muscle, c'est un message nerveux centrifuge, c'est bien une fibre axonique. Donc, est-ce qu'une fibre nerveuse motrice est un axone? Je considérerais que oui. Donc, gaine de myéline, c'est juste un isolant. Et quand une fibre nerveuse est enroulée d'une gaine de myéline, le message nerveux va très très vite. Il y a certaines fibres nerveuses qui ne sont pas myélinisées, c'est-à-dire enroulées de gaines de myéline. Et là, le message nerveux est beaucoup plus lent, hors programme. L'organisation structurale de la moelle épinière, ça c'est très important. Votre moelle épinière, il faut réussir à repérer le dos du ventre. Je vous rappelle que le dos de la moelle épinière, la partie dorsale, vous avez des ganglions qui contiennent les corps cellulaires des neurones sensitifs. Donc la moelle épinière est un centre nerveux, c'est-à-dire que c'est un centre intégrateur. On reçoit plusieurs informations et on y répond. Des synapses excitatrices, des synapses inhibitrices, qui est constituée en périphérie d'une substance blanche due à l'emballement des fibres nerveuses par les gaines de myéline. Donc là, on est dans des fibres nerveuses avec une vitesse de message nerveux rapide. Et au cœur, pardonnez-moi, d'une substance grise. La substance grise, tout simplement parce qu'elle contient les noyaux contenus dans les corps cellulaires. Donc c'est une opacité aux rayons lumineux quand on fait une coupe et qu'on observe. Son observation révèle deux cornes dorsales, les racines dorsales ou cornes, et c'est dans ces racines dorsales ou cornes qu'on a les ganglions rachidiens ou le ganglion spinal, au cœur duquel on a aussi une substance grise puisqu'il y a les corps cellulaires des neurones sensitifs. Et des cornes ventrales où il n'y a pas de ganglions. Le circuit neuronique du réflexe myotatique. Des expériences de section-simulation, on l'avait fait en cours, ça, ont permis de mettre en évidence un circuit monosynaptique. Donc, il faut comprendre dans monosynaptique l'idée qu'il n'y a qu'une synapse neuroneuronique qui a lieu, qui est localisée dans la substance grise de la moelle épinière entre le neurone sensitif et le neurone moteur ou motoneurone. Dans le cas de l'arc réflexe myotatique, le stimulus constitué par l'étirement du tendon du solaire est détecté par les fibres nerveuses sensitives au niveau du fuseau neuromusculaire. Donc là, je raconte tout le schéma que vous êtes censé représenter tout seul.
Donc, le stimulus constitué par l'étirement du tendon est détecté par les fibres nerveuses sensitives au niveau du fuseau neuromusculaire, c'est-à-dire cette forme-là, en hélicoïdale, un petit peu totalement enroulée autour de la fibre. Ces fibres traduisent ce stimulus mécanique, donc il y a une traduction du message ou transduction en message nerveux électrique centripète, donc au sein d'une très longue dendrite qui va de la cellule musculaire jusqu'au ganglion rachidien, arrivant par la corne dorsale de la moelle épinière. Les corps cellulaires des neurones se trouvent dans le ganglion spinal ou ganglion rachidien, ou vous pouvez écrire ganglion dorsal, ce sera juste aussi. Au niveau du cœur de la substance grise de la moelle épinière, le neurone sensitif afférent transmet, afférent c'est celui qui arrive, hein, le message de l'organe qui reçoit le stimulus, votre cellule musculaire. Il y a un message nerveux afférent, le message nerveux sensitif. Via son axone, au niveau d'une synapse, le message nerveux à la dendrite du neurone moteur efférent. Si ça, c'est pas clair, je vais revenir après sur le schéma bilan. Le message nerveux est acheminé vers le corps cellulaire du motoneurone, puis est transmis à l'axone du motoneurone jusqu'à la plaque motrice. Au niveau de cette plaque, le message nerveux moteur est transmis aux fibres musculaires qui alors se contractent. C'est pour ça qu'au niveau des fibres musculaires, au moment de la contraction, on enregistre une variation de tension qu'on avait sur l'EMG, l'électromyogramme, puisqu'on l'a vu, la fibre musculaire est parcourue aussi d'un potentiel d'action musculaire qui ressemble à un potentiel d'action nerveux qu'on a normalement le long des fibres. Une seule synapse est nécessaire dans cet arc réflexe, celle entre le neurone sensitif et le neurone moteur. Donc ça, c'est important. Une seule synapse nécessaire entre le neurone sensitif et le neurone moteur, ou motoneurone, vous utilisez l'un ou l'autre. Neurone moteur ou motoneurone en un seul mot. Cette synapse est dite excitatrice. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin du TP de mercredi. Il existe des synapses inhibitrices avec le GABA comme neuromédiateur par exemple. La seule au programme, c'est la synapse excitatrice avec un neuromédiateur qui est l'acétylcholine. Je vais revenir sur la notion d'excitation induite par l'acétylcholine, car elle engendre la création d'un message nerveux au niveau du motoneurone. Arc réflexe, trajet suivi par le message nerveux. On parle d'arc réflexe parce que ça forme comme un arc entre le muscle qui reçoit le stimulus, donc un étirement, paf, sensitif, moelle épinière, hop, moteur, et je reviens au muscle, ça fait un arc. Nota bene, la contraction du muscle extenseur suite à son propre étirement est obligatoirement associée à un relâchement du muscle antagoniste. Ça, c'est limite programme, mais il faut être conscient d'une chose, c'est que si le muscle extenseur est contracté, nécessairement le fléchisseur sera relâché. Vous ne pouvez pas avoir deux muscles antagonistes qui se contractent en même temps. Et donc, ça suppose quoi? Que quand vous avez le réflexe au niveau, quand vous stimulez l'extenseur, quand vous étirez l'extenseur, vous allez aussi induire une synapse inhibitrice concernant le motoneurone du muscle fléchisseur, qui lui, du coup, sera nécessairement relâché au repos. En effet, le motoneurone du muscle fléchisseur est associé à une synapse inhibitrice. C'était une façon pour moi de vous rappeler qu'il existe aussi des synapses inhibitrices. Les caractéristiques du message nerveux le long des fibres. Alors, c'était le fameux TD compliqué. Et là, vous allez, j'espère, être rassurés sur ce qu'on attend de vous pour le baccalauréat. Est-ce qu'on attend l'équation de Nernst? Certainement pas. Est-ce qu'on attend du candidat de maîtriser les flux ioniques K+, Na+? Est-ce que c'est le K+ qui sort, qui rentre, ou est-ce l'inverse? Vous n'avez pas à retenir ça. Vous devez juste retenir la notion de potentiel d'action et de codage en fréquence. Donc, et de potentiel de repos tout de même. Donc, le potentiel de repos, donc ça, c'est important. Il faut être capable de le définir. Lorsqu'on implante une microélectrode au cœur d'une fibre nerveuse au repos, on constate une tension négative. Donc ça, c'est très important. Votre fibre nerveuse, quand aucun message électrique ne la parcourt, elle présente une différence de potentiel de part et d'autre de sa membrane. C'est vraiment de part et d'autre de la membrane, il y a une DDP, différence de potentiel transmembranaire, qui est négative. C'est-à-dire que l'intérieur de la fibre est chargé négativement comparativement à l'extérieur. Et on enregistre une valeur moyenne de moins 70 millivolts. On en déduit qu'au repos, la cellule
nerveuse présente une différence de charge entre le milieu l'intérieur, et extracellulaire. Le milieu intracellulaire, on peut dire qu'il est chargé négativement par rapport, toujours, hein. Un potentiel, c'est une différence entre deux points de l'espace. Donc, si vous dites qu'elle est chargée négativement, c'est par rapport à un autre point de l'espace qui est l'extérieur de la cellule, par rapport au milieu extracellulaire. Cette différence de potentiel, on appelle ça une DDP pour différence de potentiel transmembranaire de part et d'autre de la membrane. Du plasmique du neurone au repos est appelé le potentiel de repos et il a une valeur moyenne de moins 70 millivolts pour un axone, une fibre nerveuse. Le potentiel d'action. Lorsqu'on stimule électriquement un axone géant de Kalmar, on enregistre la propagation d'un signal le long de la fibre aux caractéristiques constantes. Donc ça, c'est important. Les caractéristiques constantes, il faut les maîtriser. Ça, vous devez être capable de l'écrire sur une copie. Donc, ce potentiel d'action qu'on enregistre, il a toujours la même forme. Ça commence par une dépolarisation, puisque j'étais au repos à moins 70 millivolts, moins, donc dans du négatif, paf, je vais inverser la polarité. Donc, je fais de moins 70, je passe les zéros et je vais même au-delà, je peux atteindre les plus 30 millivolts. Donc, dépolarisation, ça veut dire c'est un mouvement vers le haut, puisque j'étais à moins 70 et je passe à plus 30. Ensuite, repolarisation, je reprends de nouveau, je vais de nouveau inverser ma polarité, je vais redescendre vers moins 70 millivolts. Et le dernier moment dans le potentiel d'action, c'est on va même en dessous des moins 70 millivolts, c'est ce qu'on appelle une hyperpolarisation. On tend vers le potentiel d'équilibre de l'ion K+, d'où on descend en dessous des moins 70 millivolts. Et ce qui est important à retenir pour moi, c'est la durée, 2 millisecondes, c'est très rapide. Et l'amplitude surtout, donc c'est une durée constante, ça fait toujours 2 millisecondes, un potentiel d'action, et ça a toujours une amplitude constante, de moins 70 millivolts à plus 10 ou plus 30, là j'ai mis plus 10, ça peut être plus 30. Et c'est ce qu'on appelle un potentiel d'action. Donc je peux le dessiner en moche là, mais en gros l'idée c'est ça, je dépolarise, je repolarise, c'est pas si moche, hop, et j'hyperpolarise. Et la durée de ce truc-là, si je prends, voilà, hop, ça dure toujours, ça, faut être capable de l'écrire, 2 millisecondes, ça c'est ma durée. Et si je fais un axe, je vais prendre un axe noir comme ça, tac, je vais prendre ça, hop, ici, hop là. Eh bien, je vais mettre ici, je suis à 0. Je vais prendre votre question. Là, je suis à moins 70. Moins 70. Et j'oublie pas la valeur. Mince, du coup, j'ai mal écrit. J'ai écrit au mauvais endroit. Je suis pas sûre de pouvoir le déplacer. Et puis là, je suis à plus 30 ou plus 10, peu importe. Allez, on va mettre plus 36 millivolts, ça dépend. Alors, question. Dans ce cas, l'amplitude est constante, mais elle varie dans les EMG. Donc, très important, un électromyogramme n'est pas un potentiel d'action. On n'enregistre pas un potentiel d'action. On a posé vos électrodes à la surface de la peau, même pas à la surface du muscle. Autrement dit, je n'ai pas introduit une microélectrode pile dans votre muscle, ou enfin dans votre cellule musculaire ou dans votre axone. J'ai déposé une électrode en surface. Donc, un EMG, l'enregistrement, c'est pas un potentiel d'action. Oui, Léo, c'est ce qu'on appelle un potentiel global, mais le mot potentiel global est hors programme. Mais on doit vous faire tester les électromyogrammes pour que le candidat au bac comprenne juste une chose, c'est qu'une contraction musculaire est associée à une variation de tension. Et ensuite, donc ça, c'est à l'échelle macroscopique. Contracter veut dire varier la tension musculaire. Mais à l'échelle microscopique, on constate quoi? Que cette contraction musculaire, elle est due à l'échelle d'une cellule à un potentiel d'action musculaire qui a une structure stéréotypée qui ressemble beaucoup au potentiel d'action neuronale, avec ici une dépolarisation
dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation. Donc c'est sûr que la forme du potentiel d'action telle qu'elle est là, dessinée, ça ressemble beaucoup à l'enregistrement qu'on a eu, mais on n'est pas du tout dans les mêmes, déjà dans les mêmes valeurs en termes de DDP, de tension, et on n'est pas du tout non plus dans les mêmes valeurs en termes de durée. Donc ça, c'est vraiment propre à la définition d'un potentiel d'action. Ce n'est pas c'est pas ce que vous observiez sur l'EMG. Voilà. Alors, je passe à la page 3 du cours. Hop, page 3. Tiens, j'ai pas fini ma phrase, alors je vais la reprendre. Bah oui. Donc, le potentiel d'action, lorsqu'on stimule électriquement, blablabla, ce signal est appelé potentiel d'action. Il se propage, voilà, de manière unidirectionnelle le long de la fibre nerveuse et correspond à une inversion de la polarisation de la membrane plasmique. Donc unidirectionnel, comment on le comprend? Je vais tenter un truc, je suis pas sûre que ça va marcher, mais bon, on tente. Je vais prendre une fibre nerveuse. Ouais, ça va être moche mon truc, c'est pas grave, je vais le faire là. Voilà. Je vais prendre une fibre avec, hop, donc là c'est ma fibre, là je la dessine comme ça, je vais reprendre ça, hop, je reprends une ligne. Voilà, donc ça c'est mon axone géant de Kalmar, ok. À l'intérieur, tout est chargé négativement. Hop, j'ai du moins, j'ai du moins, j'ai du moins, j'ai du moins, j'ai du moins. Mais à un moment donné, il y a potentiel d'action. Donc j'ai une inversion de polarité. Tac, j'ai du plus. Excusez-moi, je reprends le crayon. J'ai du plus. J'ai du plus. Et forcément, à l'extérieur, j'ai du moins. Alors qu'ici, j'avais en vert, tac, ici, du plus, du plus. Donc, comment vous comprenez ça? Et puis là, de l'autre côté, évidemment, je suis encore sur du moins. Voilà. Et puis ici, je suis sur du plus. Hop, voilà. Donc là, votre message, hein, à vous d'indiquer si vous schématisez ce truc-là. Il est parti de là, le stimulus est parti comme ça, et vous avez un message nerveux qui est unidirectionnel ici, qui se propage de la gauche vers la droite. Et très rapidement, ici, vous allez avoir, excusez-moi, tac. Là, après, donc là, votre potentiel d'action, il est ici. Si je veux zoomer sur cette partie-là, si je zoome ici, ah mince, à chaque fois je me fais avoir. Voilà. Si je zoome ici et que je vais y arriver, non, je n'y arrive pas, et que je dessine ici mon potentiel d'action, tac, c'est un zoom hein, de ce truc-là. Je prends mon stylo, je prends du rouge parce que je voulais le symboliser en rouge, et ce potentiel d'action, c'est une dépolarisation, une repolarisation, une hyperpolarisation. Paf, c'est ça mon potentiel d'action. Voilà. Et vous remarquerez qu'à gauche du potentiel d'action, ça y est, la membrane est revenue à l'état de repos. Ça, c'est du potentiel de repos. Ça, c'est un potentiel d'action. Et là, paf, potentiel de repos qui va bientôt devenir potentiel d'action. Pour info, de l'autre côté de la membrane, j'ai aussi moins à l'intérieur et plus à l'extérieur. Le codage du message, donc je vais effacer, bon je laisse, ça gêne pas. Le codage du message nerveux le long de la fibre. Une faible stimulation n'engendre aucun potentiel d'action. En revanche, dès que la valeur seuil de la stimulation est atteinte, alors si vous voulez retenir une valeur de dépolarisation, c'est moins 55 millivolts. Dès que j'arrive à passer les moins 55 millivolts, je peux engager un potentiel d'action. On enregistre un potentiel d'action qui se propage le long de la fibre nerveuse. On dit qu'un potentiel d'action répond à la loi du tout ou rien. Donc la loi, pas du tout le chien, hein, j'ai déjà vu ça, donc c'est le tout ou rien. C'est-à-dire que soit j'ai un PA, soit j'en ai pas, mais j'ai pas un demi-PA. Et donc cette forme stéréotypée, elle va se propager le long de la fibre. L'intensité de la stimulation est alors codée en fréquence, ça c'est très important. Si le stimulus est fort, je vais avoir de très nombreux potentiels d'action en un laps de temps court. Si le stimulus est faible, j'aurai une fréquence de potentiel d'action faible. En effet, le signal qui se propage le long
de la fibre nerveuse est de durée et d'amplitude constante. Ça, c'est vraiment important. Durée et amplitude constante. Ce qui change seulement, c'est la fréquence. Donc ça, c'est essentiel à retenir. Seule la fréquence varie. Bilan. Le long d'une fibre nerveuse, axone ou dendrite, le message nerveux est électrique, on l'a compris. Il correspond à une inversion du potentiel de membrane d'une durée de 2 millisecondes et d'amplitude constante. On parle de potentiel d'action. Il se propage dans un seul sens, le message nerveux est alors codé en fréquence de potentiel d'action. Donc ça, c'est le truc à retenir. Les caractéristiques du message nerveux au niveau d'une synapse, TP3, celui de mercredi dernier. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? La synapse ou espace intersynaptique est le lien entre deux neurones, ou plus précisément entre deux fibres nerveuses, axone versus dendrite. Cet espace ou fente intersynaptique mesure 20 nanomètres ou 10, ça dépend. Le message nerveux qui le traverse n'est plus électrique mais chimique. Ça, c'est essentiel à préciser sur une copie de bac. Au niveau d'une synapse, le message, il est chimique. Il fait intervenir des molécules mises en réserve dans l'extrémité, dans les vésicules. Ça, on l'avait mis dans le schéma bilan. Ces molécules sont des neuromédiateurs ou neurotransmetteurs, et à retenir et à savoir orthographier, l'acétylcholine, c'est le neuromédiateur ou neurotransmetteur d'une synapse. Lorsqu'un PA arrive à l'extrémité présynaptique, ouais, je crois que ça a coupé. Il y en a plus que 23 là, vous m'entendez? Je ne sais pas ceux qui restent ou pas. Ouais, pas rêver. Oui, j'ai l'impression qu'au bout de 50 minutes, il se met à bugger. Bon, j'ai presque fini. Lorsqu'un PA arrive à l'extrémité présynaptique, les vésicules migrent vers la membrane présynaptique et alors libèrent par exocytose, hop, c'est en violet, donc on le retient, leur neuromédiateur dans l'espace intersynaptique. Les neurotransmetteurs exocités traversent l'espace et vont se fixer sur des récepteurs de forme complémentaire. C'est un peu comme votre partie hypervariable de l'anticorps qui fixait le déterminant antigénique, situé sur la membrane de l'extrémité postsynaptique. Je pense que ça va. S'ensuit alors une inversion du potentiel membranaire et donc la naissance d'un potentiel d'action au niveau du bouton ou extrémité postsynaptique, et ainsi la propagation d'un nouveau message nerveux. Ainsi, au niveau d'une synapse, le message nerveux électrique qui arrive sous forme de PA est traduit en message chimique, libération de neurotransmetteurs. Au niveau de la synapse, ça, c'est essentiel. Le message, il n'est plus codé en fréquence de potentiel d'action puisque j'ai plus de potentiel d'action, mais il est codé en concentration de neurotransmetteurs. Conclusion, ça y est. Ainsi, le réflexe myotatique sert d'outil de diagnostic pour apprécier l'intégrité du système neuromusculaire. On s'assure qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de lésion au niveau de la moelle épinière. Par un choc léger sur un tendon, on provoque la contraction du muscle étiré. C'est donc la contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement, la définition de réflexe myotatique. Ce réflexe, c'est un réflexe monosynaptique. Il met en jeu une seule synapse, la synapse neuroneuronique au niveau de la moelle épinière de la substance grise. Comment intervient l'autre centre nerveux, le cerveau, dans notre motricité? Alors, pour terminer sur cette séance, j'avais téléchargé pour le partager avec vous quelques petits schémas bilans. Donc, il y avait celui-ci que je vous engage à reproduire et à comprendre. Donc, je vais le commenter rapidement. Je vous l'avais sur le site et j'ai essayé de le faire un peu animé, si j'ose dire, grâce à Geniali. Donc, tout commence par une extrémité ici axonique, l'axone du neurone sensitif vert sensible, d'accord, qui, je vous le rappelle, au repos est polarisé moins à l'intérieur, plus à l'extérieur. Ici, j'ai une inversion de polarisation, j'ai le plus ici et le moins à l'extérieur. Autrement dit, j'ai un PA, potentiel d'action, je ne sais pas très bien dessiner ici, qui est dû dans un premier temps à une entrée d'ion Na+, qui induisent une dépolarisation membranaire,
puis à la sortie d'ion K+, qui induisent une repolarisation. L'entrée d'ion Na+ et la sortie d'ion K+ est hors programme. Vous pouvez vous contenter de dessiner juste la forme du PA et surtout ne pas vous tromper ici, mettre bien le plus à l'intérieur et le moins à l'extérieur. Le PA, il est juste ici. Et il se propage ici de manière unidirectionnelle. Donc là, j'écrirai message nerveux électrique. Cette inversion de polarité, elle va induire un mouvement des vésicules qui vont descendre, qui vont migrer vers la partie, l'extrémité présynaptique et libérer leur contenu dans la fente intersynaptique. Donc il y a exocytose, libération des neurotransmetteurs dans l'espace intersynaptique. Donc les jantes, ça c'est une vésicule, ça c'est un neuromédiateur ou neurotransmetteur. Ces neurotransmetteurs vont alors se fixer à des récepteurs complémentaire, le récepteur à l'acétylcholine. Et une fois qu'un récepteur a fixé deux neurotransmetteurs, hop, il laisse passer les ions Na+. Ça induit une dépolarisation et donc la naissance d'un potentiel d'action de nouveau au niveau de la fibre dendritique du motoneurone. Voilà pour le schéma d'une synapse neuroneuronique. Message électrique, message ici chimique, et là de nouveau message électrique. Pour terminer au niveau du schéma d'une synapse neuromusculaire, je vous le partage. Le petit rond à droite de la légende, je l'ai remis, je ne l'ai pas remis là. Alors je reviens dessus, excusez-moi. Le petit rond à droite, c'était la vésicule. Normalement, quand vous allez sur le site, j'espère ne pas l'avoir oublié, je les ai mises les légendes. Donc le petit rond vert ici, c'est la vésicule présynaptique et le petit triangle orange, c'est neuromédiateur ou neurotransmetteur. Et l'exemple à connaître, c'est acétylcholine. C'est bon, c'était ça votre question? Et ça, en termes de légende, c'est le récepteur à l'acétylcholine. On le qualifie de récepteur nicotinique parce qu'on l'a mis en évidence avec un agoniste de l'acétylcholine qui est la nicotine. Mais vous mettez récepteur à l'acétylcholine, ça suffit amplement. Dernier petit schéma, parce que vous pourriez avoir une schématisation de synapse exigée qui serait imposée. Ça peut être soit une synapse neuroneuronique, soit une synapse neuromusculaire, comme je vous montre maintenant. Donc voilà, Madame, juste agoniste et antagoniste, c'est à connaître pas vraiment. Agoniste induit le même effet, antagoniste induit un effet opposé. Je vois plus ce type d'exercice en ECE où on vous définirait la notion d'agoniste et antagoniste ou en 2-2 et dans ce cas-là, on vous définit agoniste signifie même effet, antagoniste signifie effet opposé. La nicotine est une substance exogène, vous n'en fabriquez-vous pas naturellement, elle se retrouve évidemment dans la cigarette et cette nicotine, cette molécule extraite du tabac, elle ressemble beaucoup dans sa forme à l'acétylcholine. Elle a la même affinité pour le récepteur et elle rentre en compétition avec l'acétylcholine pour la fixation et elle entraîne le même effet, un flux d'ion Na+. Voilà. Dernière petite chose et après je vous libère. Tac. Sur ce schéma. Donc là, je vous ai proposé un schéma d'une synapse neuromusculaire. Alors, comment je sais que c'est musculaire? Je vois déjà que la surface d'échange, elle est un petit peu plus invaginée. Surtout, je vois de nombreuses mitochondries. Ça, ce sont des mitochondries. Des myofibrilles pour les spé. Et ce sera indiqué de toute manière. Et donc, pour terminer, ici, j'ai bien un potentiel de repos, moins à l'intérieur, plus à l'extérieur. Là, j'ai une inversion du potentiel, plus, moins. Donc là, je suis en face d'un potentiel d'action avec des flux d'ions, entrée d'ion Na+, dans un premier temps, sortie d'ion K+. Ceci engendre une migration vésiculaire, une exocytose du contenu, les neurotransmetteurs qui viennent se
exposé sur le récepteur à l'acétylcholine qui alors s'ouvre, laisse passer un flux d'ion Na+, et engendre un potentiel d'action. Son petit nom, c'est potentiel d'action musculaire à ne pas retenir. Là, le schéma que j'ai proposé, ça ressemble à un potentiel d'action de neurone. En réalité, il n'a pas exactement la même forme. Si vous allez sur mon site, le schéma, j'ai repris exactement le même, mais je vous ai mis des annotations et je vous ai mis une petite photo d'un potentiel d'action musculaire. C'est un petit peu plus précis. Et donc là, on est sur un message nerveux électrique. Au niveau de l'espace intersynaptique, le message nerveux il est chimique, il est lié exclusivement au neuromédiateur. Et là, c'était toujours un message nerveux électrique. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Alors, pour celles et ceux qui arrivent encore à m'entendre, et je suis vraiment désolée si ça sature, je vais via WhatsApp vous envoyer le travail à faire pour mercredi, pardonnez-moi, puisque les non-spé, on se reconnecte mercredi de 10 à 11. Pour le dernier TP de neuro que je vous demanderai de lire, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il a normalement il repose sur un logiciel EduAnatomist que vous ne pouvez pas avoir, mais qui n'est pas très compliqué. Je vous l'expliquerai, c'est simple et donc de toute façon en ECE puisque vous n'avez pas vu EduAnatomist avec moi pour le moment, vous ne tomberez pas dessus. Je ne choisirai pas ce type de sujet, mais on s'y entraîne quand même parce qu'il est tellement facile que quand nous nous reverrons, comme nous aurons un peu de temps, si jamais vous voulez tester EduAnatomist et que vous êtes très satisfait de ce logiciel, eh bien voilà, et je considérais que vous le maîtrisez. Donc c'est tout bête ce logiciel-là. On a reçu un mail disant de vérifier nos notes sur Parcoursup, mais je ne trouve aucune note sur Parcoursup. Attendez, parce que je me suis connectée hier soir pour remplir mes appréciations plus précises en tant que professeur principal sur Parcoursup. J'ai vu que mes notes en SVT étaient passées. En SP, il n'y a pas eu de modification, donc il y a 2 notes, donc ça, c'est toujours pas acté. Et j'ai vu qu'en langue, le transfert n'avait pas été fait. Donc attendez, il faut que j'appelle Madame Roméo aujourd'hui. Il faut que j'arrive à la joindre. Donc attendez sur Parcoursup encore un jour. Je vous enverrai sur WhatsApp dès que tout est bon. Ensuite, donc mercredi, on se connecte à 10h ensemble de 10 à 11. On fait le TP comme d'habitude. Les SP comme d'habitude demain 13h30. Je vous envoie tout ça sur WhatsApp. Vous refaites bien les schémas là qui sont en ligne. Il y en a 3. Le schéma bilan avec l'arc réflexe, les synapses neuroneuroniques et neuromusculaires. Et j'aimerais bien, j'ai créé un sondage hier soir que je viens de vous envoyer sur WhatsApp pour voir comment. Je ne sais pas. Je vais voir ça, Jeanne. Le sondage que je vous ai envoyé par WhatsApp, essayez de le remplir, ça m'est utile, c'est voir comment vous vous en sortez là avec ce confinement d'un point de vue scolaire ou autre, si vous avez des remarques à nous faire remonter. Monsieur Ponton vous a envoyé un message aussi parce qu'on veut s'assurer que vous allez bien et qu'on peut autant que possible vous aider à distance sur tout ce qui est organisation. Donc, n'hésitez pas à compléter le sondage que je vous ai envoyé, s'il vous plaît. Ça va m'être utile pour essayer d'améliorer l'aide qu'on peut vous apporter. Je crois que je vous ai tout dit. Donc là, dans l'immédiat, vous attendez que sur WhatsApp, je vous donne des consignes. Pour celles et ceux qui ont besoin d'aide en termes d'organisation, un truc facile, vous avez un emploi du temps normalement, là vous êtes censé partir à 11h pour certains en latin je crois et en italien. Eh bien, révisez vos cours de latin et d'italien sur les créneaux de votre emploi du temps quand c'est possible. Alors, des fois, je sais qu'on vous donne des cours qui sont en dehors de ceux qui sont habituellement prévus dans votre emploi du temps, mais ça peut être une bonne méthode pour vous de respecter Voilà, normalement, ce matin, vous commenciez à 8h l'anglais, donc ça peut être une bonne idée. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite bon courage. Restez chez vous et voilà. Et pour les SP à demain 13h30 et pour les non SP pour tout le monde à mercredi. Et je vous envoie tout ce qu'il faut faire sur WhatsApp. Allez, bonne journée.